きしめた心のコスモ熱く燃やせ奇跡を起こせ Les duos scénaristes-dessinateurs, la reconnaissance des scénaristes dans les comics et dans le manga. Cela fait déjà un petit moment que je trouve que les scénaristes ne sont pas souvent suffisamment mis en valeur dans le manga. Ou alors, de notre point de vue de consommateur français. Exception faite, dernièrement, lors de la promotion du manga Trillion Game avec Riichiro Inagaki et du manga Showa Shoten avec Asukara Akinari. Dans le manga, le grand public connaît ce célèbre duo qui est Takeshi Obata et Tsugumi Oba. Peut-être le duo le plus mis en avant dans le manga game actuel. Avec Death Note, Bakuman, Platinum End, son premier grand succès commercial est avec la scénariste Yumi Ota pour l'excellentissime Hikaru no Go, et dernièrement avec Asakura Ikanagi pour Showa Shoten. Beaucoup d'entre vous connaissent et admirent le talent de Naoki Urasawa. Pourtant, ses plus grands succès en France sont faits en duo avec un scénariste, Nagasaki Takahashi, à qui l'on doit des titres tels que Master Keaton, 20th Century Boys, Pluto et Belly Bat. Mais en vrai, j'ai l'intime conviction que Nagasaki n'est pas très loin dans la conception scénaristique de Monster. Je trouve qu'il y a beaucoup d'ingrédients de ce dernier dans ce titre, des éléments assez récurrents de ce scénariste, mais bon, il n'est pas cité donc. Nagasi Takahashi est un scénariste avec une renommée certaine, et les Français ont eu l'occasion de le lire, avec des titres tels que Dossier A, Rasputin, le Patriote, avec Junji Ito, Inspecteur Kurokashi, King of Eden, ainsi que Zig, la terreur est inacceptable, avec Tetsuya Saruhatari. Actuellement, le dessinateur le plus en vogue reste à ce jour Yusuke Murata, d'abord pour ses travaux avec Riichiro Inagaki pour Edge Shield 21, mais aussi avec One pour la série toujours en cours de One Punch Man. Riichiro Inagaki est connu pour faire lui-même ses Miamu. Du moins, c'est ce que l'on apprendra lors de la masterclass du Festival international de la BD d'Angoulême 2023, alors qu'il est le scénariste du manga Trillion Game en duo avec un certain Ryoichi Kegami. Pour ce qui est de One, il faut savoir que One Punch Man est tiré de son œuvre qu'il a d'abord dessinée lui-même sur le net. Voilà. Genre le Nemu suprême. Au final, c'est ainsi qu'on peut imaginer comment Yusuke Murata travaille avec ses scénaristes. À côté de ça, on découvrira que One progressera grandement en dessin avec sa série Mob Psycho 100. Après, travailler avec un scénariste ne veut pas forcément dire reprendre les esquisses du scénariste. Buronson est connu pour coucher ses idées ou son scénario à l'écrit. Ce sera le cas de son duo avec Tetsuo Hara pour Hokuto no Ken et par la suite pour Suten no Ken. C'est d'ailleurs Ryoichi Kegami qui nous apprendra ça lors de son exposition au musée d'Angoulême. D'ailleurs, si vous avez encore l'occasion de vous procurer son catalogue sur le site du FIBD, sautez dessus avant rupture des stocks. C'est ainsi qu'on apprend que pour Sanctuary, Ryoichi Kegami se basera principalement sur les textes de Buronson, comme ce sera le cas pour les autres collaborations telles que Strain, Hit, Lord et Begin. Ce qui, à mon humble avis, est une sacrée prouesse en tant que dessinateur, ce qui fait d'un mangaka un artiste à part entière lorsqu'il arrive à donner vie et surtout son empreinte graphique à un texte. Kazuo Koke était aussi un scénariste incontournable lors de ses collaborations avec Goseki Kojima pour le cultissime Lone Wolf and Cub, ou avec Kazuo Kamimura pour Lady Snowblood, ou encore avec Ryoichi Kegami pour Crying Freeman. Que des licences du 9e art qui ont eu leur adaptation au 7e art. Tout ça pour dire qu'il faut peut-être faire la différence entre les scénaristes de licences qui sont d'abord adaptés de romans ou de light novels, entre les scénaristes qui écrivent spécialement pour le manga, et entre ceux qui sont totalement investis dans le médium jusqu'à carrément faire les Nemu. Dans le manga, il est souvent question de droits d'exploitation bloqués par les ayants droit à cause de dissensions entre le dessinateur et le scénariste. On peut prendre pour exemple la licence la plus tristement célèbre, Candy Candy, qui est bloquée au Japon et à l'international depuis plus de 20 ans. La scénariste Misuki Kyoko, à qui l'on doit la jeunesse du personnage de Candy et de ses aventures, et la dessinatrice Igarashi Yomiko, donc la mangaka,
qui a donné forme au personnage de Candy à travers le manga, un caractère design qui sera repris trait pour trait dans son adaptation animée de la Toei Animation, et pour info, c'est aussi à elle qu'on doit le caractère design de Georgie ou Lady Georgie. Leur différend a débuté en 1997 quand Yumiko Igarashi a commencé à vendre du merchandising sur Candy sans l'autorisation de la scénariste Kyoko Misuki. Ce cas est très intéressant car si la justice a tranché à de nombreuses reprises que les droits d'exploitation des dessins de Candy devaient être répartis 50-50, c'est quand même dur d'imaginer que parce qu'une auteure a créé une personnalité, en précisant peut-être que le personnage est blond avec des couettes, que ce personnage lui appartienne autant qu'à celle qui a fait ce qu'elle est dans sa version manga et animée. Mais je peux aussi entendre de loin qu'à la base, ce personnage n'aurait pas la même profondeur sans son histoire, sans le récit de son autrice originelle dans le roman. Tout le monde critique la position de la dessinatrice, mais personnellement, je la comprends. Je comprends aussi que ça se discute. Puis à la fin, elles sont toutes les deux perdantes et le public encore plus. Néanmoins, le dessin de Igarashi incarne tellement le personnage qu'on n'a jamais vu la licence reprendre, par exemple avec une nouvelle mangaka, avec une nouvelle dessinatrice. Il s'avère que le scénariste de Georgie a également pas apprécié le comportement de la dessinatrice de Georgie, alors sûrement qu'elle a ses torts aux yeux des scénaristes, de la production et du grand public, mais à vrai dire je me méfie beaucoup des scénaristes dont on adapte les romans et qui n'ont aucune expérience avec le médium du manga. Ça revient à nier l'importance du talent de mangaka. Je dis ça, mais je pense totalement différemment lorsqu'il est question des romans Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski, par exemple, lorsque sa licence est adaptée en jeu vidéo par CD Projekt, car je trouve le travail d'écriture tellement important que reproduire son univers me semble une évidence. Et pourtant, il suffira de voir l'adaptation du roman en série télé sur Netflix pour me contredire totalement. Voilà. Et bordel, faut reconnaître le talent des concepteurs de CD Projekt qui se seront tout de même investis dans 3 titres de cette même licence avant d'atteindre un succès planétaire qui finira par profiter à la personne sans qui rien n'aurait été possible, son auteur. Mais bon, à l'époque, ça avait beaucoup jasé le fait qu'il demande qu'on réévalue tout ça. Bref, c'est pour ça que je vous disais que le cas de Candy Candy est très intéressant. Mais ce qui me renvoie à un autre exemple, Coq de combat, ou Chameau en VO, dont l'exploitation des droits a été bloquée au tome 19 pendant plusieurs années, que ce soit au Japon ou à l'international. Akio Tanaka au dessin et Hashimoto Isso au scénario se sont disputés les royalties à cause du film Chameau, car seul le scénariste était crédité sur le film, alors qu'Akio Tanaka estime être le véritable concepteur des personnages et du récit, puisqu'il travaillait uniquement sur la base d'idées du scénariste, bien que c'est toujours une histoire de gros sous, bien sûr. Et le pire dans cette histoire, c'est que ce film est assez mauvais, c'est une mauvaise adaptation du manga à mon goût. Depuis que les problèmes judiciaires ont éclaté au grand public, tout le monde fait le rapprochement que depuis qu'ils se sont séparés, le récit de Chameau, enfin de Coq de combat, est moins bon. En vrai, je ne suis pas du tout d'accord. Je trouve justement qu'au tome 20, le récit revient sur des bonnes bases. En vrai, c'est depuis le tome 14 que l'histoire ne collait plus avec le récit de base, au point que j'interprète tout ce passage comme un bad trip du personnage principal. Comprenons ceux qui ont commencé à lire. Lorsqu'on s'intéresse un peu au personnage, Akio Tanaka est un dessinateur qui a l'habitude de travailler avec des auteurs, et ça s'est toujours bien passé. Je pense en particulier aux nombreuses collaborations qu'il a eues avec le scénariste Caribou Marley, dont seul Tokyo's River Age a eu son adaptation en France, mais qui sera hélas abandonnée en 5 tomes. Un scénariste qui ne vous est certainement pas inconnu, puisque c'est à lui qu'on doit des titres tels que Blue Corner et Old Boy, pour ne citer que les plus connus. Mais pas que, puisqu'il utilise différents noms d'auteurs tels que Galon Tushiya, donc je vous disais Caribou Marley, Marginal, Chuo Ijikata, Last Past, Dark Monster. Il a, comme je vous l'ai dit, plutôt collaboré avec le dessinateur Jiro Taniguchi pour Blue Corner. D'ailleurs, Pika sort prochainement, si ce n'est pas déjà fait au moment où vous visionnez cette vidéo, le manga Rude Boy avec Caribou Marley. Bien que l'œuvre est inédite en France, je peux aussi vous citer le mangaka Kaji Kawagashi, l'auteur de Eagle, Zipang et Spirit of the Sun. Donc voilà, c'est pour dire qu'il est très productif. Après, faut pas que je réécrive l'histoire.
mais j'ai souvent analysé le récit de Coq de combat du tome 14 au tome 19, puis au tome 20 pour me rendre compte de certaines incohérences. Puis, pour être transparent avec vous, je trouve les scénaristes, qui ne s'investissent pas plus que ça, bien trop gourmands vis-à-vis du travail fourni par le mangaka. On peut se référer à l'un des derniers titres sortis chez Meian, l'excellent Stand By Me Kakuemon de Suo Sato, donc l'auteur du manga Get My Regards Blackjack, où l'on peut voir comment un scénariste peut s'accaparer le travail fastidieux d'un dessinateur. Bref, ça reste un sujet complexe et assez subjectif. Au final, quand je vois le boulot du scénariste sur Trillion Game avec tous les Nemu en guise de script, il n'y a rien à dire. Il mérite amplement son statut. Donc quand je parle de Nemu, je parle un peu de storyboard en fait. J'ai bien conscience que c'est dangereux que je dise ça, surtout lorsqu'on parle de bien intellectuel d'une œuvre. Mais pour moi, on doit séparer l'exploitation d'un roman ou d'un light novel et l'exploitation d'un manga ou d'un animé. Ce n'est plus le même produit. Enfin, il faut que tout soit clair dès le début et que tout soit potentiellement renégociable selon le succès d'une œuvre. Puis que le travail de chacun soit reconnu de manière effective. Au final, c'est quand même étrange que je sois du côté du romancier pour le sorceleur et du côté du mangaka pour Candy Candy et Chameau. Dans le comics, alors il est principalement question de duo d'auteurs, scénaristes, dessinateurs, mais aussi d'encreurs et de coloristes. Et depuis que je m'intéresse à ce médium, je constate que l'auteur est bien mieux mis en avant même le dessinateur, bon, sauf exception bien sûr. Le scénariste est souvent en charge de ce qu'on appelle un run pour les séries dites de la continuité. Il est donc assez courant de suivre une même série et un même run avec plusieurs dessinateurs. Et le plus souvent, il est question de héros labellisés soit par DC Comics, soit par Marvel Comics. D'après ce que j'ai compris, chez DC Comics et Marvel, actuellement représentés par Urban Comics et Panini Comics et surnommés par les consommateurs de comics comme étant le Big Two, d'après ce que j'ai compris, le dessinateur et le scénariste ont aucun droit, aucune royalties sur leurs œuvres labellisées DC ou Marvel. Ils sont payés à la demande avec plus ou moins un gros chèque. Il faudra l'association de grands dessinateurs pour créer par exemple Image Comics et remettre en cause cette politique d'exploitation des droits à l'image de leurs propres personnages. Je ne sais pas si les termes que j'utilise sont bons, mais vous comprenez le principe. Une pratique qui semble différente dans la production de comics indépendants. Dans l'univers du manga, avec les maisons d'édition telles que la Shueisha, il me semble que c'était la même pratique. Sauf que les dessinateurs ont eu la possibilité de racheter leur licence, ou ils ont la possibilité de racheter leur licence, comme ce fut le cas avec Takehiko Inoue pour Slam Dunk, avec Masami Kurumada pour Saint Seiya, comme ce fut le cas aussi avec Tetsuo Hara et Tsukasa Ojo pour leur licence lorsqu'ils fonderont avec leur ancien éditeur leur propre maison d'édition Koamix. Alors après, il y a aussi les droits de production animée, comme par exemple avec Toei Animation, mais ça c'est une autre histoire, car ce sont des exploitations de droits encore différents. Il faudra attendre que, par exemple, Takehiko Inoue fasse son premier film de The First Slam Dunk pour revoir la licence dans une version animée, mais toujours avec Toei Animation à la production. Pour en revenir au duo, dans le monde du comics, j'en découvre des mythiques, tels que Jeff Loeb et Tim Sale, avec des titres DC Comics, tels que Un long Halloween, Amère Victoire, Catwoman à Rome, Superman for All Season, mais aussi avec des titres Marvel, tels que les héros de Marvel Colors, que sont Spider-Man bleu, Daredevil jaune, Hulk gris et Captain America blanc. J'ai aussi eu l'occasion de lire Wolverine Gambit, lorsque c'était édité en top BD par Semic. Mais pour tout vous dire, à l'époque de sa sortie en France, on parle des années 90, j'étais passé à côté de l'aspect graphique de Tim Sale, sur la mini-série Wolverine Gambit, qui était pourtant mes deux personnages préférés, avec le Cyclope de l'ère d'Apocalypse. Comme je passais à côté du style de John Romita Jr. avec Spider-Man lorsqu'il intervenait dans la saga du clone. Pour moi, c'était des dessinateurs qui me gâchaient l'expérience que j'avais avec la série. Et ça s'est avéré avec bon nombre de séries, dont Witchblade et The Darkness, pour ne citer que. Et pourtant, parfois, ça peut aussi avoir du bon de découvrir de nouveaux dessinateurs, bien qu'en vrai, je n'aime pas ce procédé d'être alpagué par un dessinateur pour ensuite nous en imposer un autre. Après, c'est certainement le meilleur moyen qu'ils ont trouvé pour avoir un rendement mensuel sans tuer leur dessinateur à la tâche.
Oui, on va dire ça. Puis sur cette chaîne, vous êtes tous au courant qu'au Japon, l'état de santé préoccupant des mangaka s'est déjà révélé tragique. Certes, avec pour but de répondre au rendement de magazines de prépublication hebdomadaires des maisons d'édition, mais pas que. On l'a vu avec Kentaro Miura, et on le redoute avec Yoshiro Togashi aujourd'hui. Ce n'est que dans les spin-offs qu'on voit des changements de dessinateurs dans le manga. Sauf fait exceptionnel, suite au décès de Kentaro Miura. Son manga Berserk sera repris en cours et supervisé par son ami et célèbre mangaka Koji Mori, mais toujours en compagnie des assistants du regretté et parti trop tôt Miura Sensei. Il ne faut pas oublier qu'il y a des équipes d'assistants derrière les mangaka, du moins pour ceux qui ont les moyens, car ils sont d'abord rémunérés par les mangaka eux-mêmes, et non par les maisons d'édition. Je me demande comment ça se passe pour les dessinateurs de comics. Je sais que ça peut se partager l'ancrage et la colorisation. D'ailleurs, il me semble qu'en tant que professionnels, ils sont toujours mentionnés dans les crédits. Mais combien de temps ça prendrait vraiment si le dessinateur était seul, au four et au moulin? Je sais pas. Je sais par exemple que Marc Silvestri a mis plusieurs années pour nous pondre son très qualitatif Batman et Joker Deadly Duo. Je ne connais pas quel est le rendement pour les dessinateurs de comics pour une série régulière, tout en sachant que derrière il y a la colorisation. Au Japon, il est inimaginable de penser que lorsque Eiichiro Oda est fatigué et qu'il a besoin de souffler, qu'il y a un autre dessinateur, voire un assistant qui prend sa place jusqu'à son retour, et je ne vous parle même pas de chapitres filler. Je crois que d'ailleurs c'est le sujet de Billy Bat. À qui ça n'a pas traversé l'esprit au moins une fois qu'il serait peut-être plus sain pour Yoshiro Togashi de laisser la main à un autre dessinateur pour finir son manga Hunter x Hunter. Ne serait-ce que pour préserver sa santé. Mais en vrai, ça reste improbable. Pourtant, j'ai eu l'impression de voir ça, des changements de dessinateurs à plusieurs reprises lors de ma lecture du comics Invincible. Des exemples de duos mythiques, il y en a certainement pêle-mêle. Après, je peux déjà vous citer Scott Snyder et Greg Capullo. Actuellement, je découvre les travaux de ce duo sur Batman, sur l'ère Renaissance de DC, ou plus communément appelé New 52, avec le one-shot Sombre Reflet, puis le run de la cour et de la nuit des hiboux, le deuil en famille, N0, Mascarade et le si mal aimé La Relève. Je peux aussi prendre l'exemple de Ed Brubaker et de Sean Phillips, dans un style plus indé. Lorsqu'on sort des récits de super-héros, il y a les récits plus polars, plus pulp, un peu à la Tarantino, mais tout de même un peu moins verbeux. Je pense à leur série Criminal, Reckless et Killer Be Killed, que j'ai découvert récemment, mais aussi d'autres récits dont j'ai pas encore pris le temps de découvrir, tels que Fatal, Sleeper, Incognito et Scène de crime. Il y a les duos Jeff Lemire avec Dustin Nguyen ou Jeff Lemire avec Andrea Sorrentino. Que ce soit avec la série Descender à Thunder ou Gideon Fall et le mythe de l'ossuaire, il est donc assez courant que lorsqu'un scénariste et un dessinateur matchent, ils multiplient les collaborations. Puis en très peu de temps où je me suis mis à lire du comics plus régulièrement, j'ai découvert des auteurs de renom incontournables, et il y en a plein, dont Alan Moore avec son légendaire Watchmen, mais aussi V pour Vendetta, La Ligue des Gentlemen Extraordinaires et From Hell, qui seront tous adaptés au cinéma, sans oublier son Batman Killing Joke, ainsi que son Swamp Thing, qui auront tout autant marqué l'univers DC Comics. Comment ne pas citer Frank Miller, avec son mythique Sin City, mais aussi 300, qui au même titre aura le droit à son adaptation cinéma. Puis chez DC Comics, il y a les incontournables, Batman année 1, The Dark Knight Returns, sans oublier The Run de Daredevil chez Marvel's Comics. Il fait d'ailleurs partie de ces auteurs qui se retrouveront derrière la plume aussi bien qu'au dessin qu'au scénario, et avec succès, comme on peut en voir plus souvent dans le manga et la BD. Si je devais continuer à citer des auteurs mémorables en ce qui concerne la continuité, en prenant par exemple les super-héros de DC Comics, il y aurait bien évidemment John Byrne, incontournable pour sa proposition de Superman avec Man of Steel, George Pérez, principalement connu pour l'event Crisis of Infinite Earths et pour relancer Wonder Woman, Grant Morrison qui présente des runs de Batman, de Superman et de la Justice League America. Il est reconnu pour avoir remis en ordre l'univers DC au sortir d'Infinite Crisis.
Et ne pas nommer le très clivant Grant Morrison serait une dinguerie. Bien que dans le genre élitiste, celui-ci il a l'air de bien se positionner, j'ai pu voir ça avec son All-Star Superman. Geoff Jones présente des runs sur Green Lantern, Flash, Superman, JLA et Aquaman. Il est l'artisan de Infinite Crisis, la suite de Crisis Infinite Earth, censé relancer l'univers DC. Il aura le mérite de faire remonter dans le train le grand public quant à ses super-héros. Je connais beaucoup moins la continuité de Marvel, mais il est difficile de passer à côté de l'ère Claremont sur les X-Men et de son duo légendaire avec Jim Lee, au point que l'adaptation animée des X-Men reprend les costumes dessinés par Jim Lee. Enfin, je veux dire, on pense X-Men, on pense à ce qu'a dessiné Jim Lee. Dernièrement, il est question de l'ère Hickman, Jonathan Hickman, qui aurait remis sur le devant de la scène les X-Men avec l'île de Krakoa. Avant ça, il était aussi sur Secret Wars et l'univers Ultimate, bien que pour ma part, je l'ai d'abord découvert en indé avec East of West. Il y a peu, j'ai découvert les runs de Bendis et Ed Brubaker sur Daredevil. Je vous avoue que j'ai pas fait attention au dessinateur. Pourtant, il mériterait une notion honorable. Mais c'est pour dire et appuyer sur l'importance des auteurs dans l'univers du comics. Côté indé, parlons de Robert Kirkman. Walking Dead et Invincible parlent pour lui. Mais c'est aussi Oblivion Song, Outcast et Firepower pour ne citer que, bien qu'on lui doit aussi un Marvel Zombie. Non, plus sérieusement, on peut revenir sur Walking Dead et Invincible, qui sont deux licences qui n'ont pas tout de suite rencontré de succès commercial, ils se sont même rapprochés de l'échec, pour devenir par la suite les phénomènes mondiaux qu'on leur connaît. De ce que je sais, ils ont même porté le marché du comics en France. Heureusement que Delcourt a cru en cet auteur. Ça a dû les aider à retrouver une bonne santé financière afin de proposer de nouveaux projets indés qui n'auraient certainement pas vu le jour sans ces succès-là. Licences qui, il faut le reconnaître, doivent évidemment beaucoup à leur adaptation télé. En termes de diffusion, pour cause, j'en suis le parfait exemple. C'est ce qui m'a ramené vers les comics. Parlons de Mark Millar. Est-ce que j'ai encore besoin de citer ses licences adaptées en film, telles que Kick-Ass, Wanted, Kingsman Service Secret? D'autant plus que c'est aussi Civil War et The Ultimates qui ont pas mal inspiré les films Avengers. On n'oublie pas le comics Wolverine Old Man Logan, qui a forcément, dans une certaine mesure, inspiré le film Logan. Millar, c'est aussi des séries télé, telles que Jupiter Legacy, et prochainement pratiquement tout le Millar World sur Netflix, avec notamment Magic and Order. Bref, le mec il est loin, peut-être jugé trop mainstream par certains. Perso, j'aime beaucoup ce qu'il a fait, et que ce soit en indé ou avec Marvel. Bon, l'auteur chouchou que je suis en ce moment est Rick Remender. Je suis tombé sous le charme de son Deadly Class. Par contre, j'ai pas vu la série télé, il paraît que c'est pas fameux. Puis j'attends que ses meilleurs titres sortent sous la collection intégrale en grand format Urban Indie pour enchaîner. Je me suis déjà pris le premier intégral de Black Science et je compte en faire autant pour Fear Agent et Deadly Class quand ils sortiront. Je le retrouve au scénario de titres qui ont eu le droit à leur version collector en noir et blanc tels que Seven to Eternity et Tokyo Ghost. La transition est facile, mais au dessin de Tokyo Ghost, on y retrouve Sean Murphy, à qui l'on doit la collection des Batman White Knight. Et c'est là aussi que je me suis aperçu que la frontière entre le scénariste et le dessinateur est parfois vraiment fine, même dans le comics, puisque certains d'entre eux ont la double casquette, selon le projet. Comme ça, là, tout de suite, je pense à Frank Miller et Jeff Lemire. Voilà, puisque je reviens sur Jeff Lemire, en indé, les titres s'enchaînent, il y a Swistos, Descender et Ascender, Les Mythes de l'Ossuaire, comme je l'ai dit plus tôt, Gideon Falls. Sinon, c'est aussi du Marvel et du DC Comics, avec du Green Arrow, du X-Men, du Batman et Robin, du Swamp Thing, et bien évidemment que j'en passe. Toujours en scénariste, il est souvent une notion de Mark Waid, à qui on doit un run sur Daredevil disponible en omnibus, mais aussi un récit sur Superman avec Kingdom Come, ou les World Finest avec Batman et Superman. Mais c'est aussi du Fantastic Four et du Spider-Man chez Marvel. Puis il y a la relève, dont Tom King avec Human Target, Mr. Miracle, The Omega Men, des licences qui semblent un peu à part dans l'horizon DC Comics, et qui pourtant ont des liens avec ce même univers, tout comme Rorschach de l'univers de The Watchmen. Mais il est aussi connu pour son run Batman Rebirth, et celui de Batman et Catwoman, ainsi que pour son event Heroes in Crisis avec la Justice League,
Et au passage, je vais pas tarder à lire son one-shot Superman Up in the Sky. Bref, il a pas mal de titres à découvrir de cet auteur. Je n'oublie pas James Tynion IV que j'ai d'abord découvert avec du Batman Tortue Ninja, puis avec The Nice House on the Lake, où j'ai pris la pleine mesure de cet auteur dans le marché du comics indé, à qui l'on doit Something is Killing Children, The Department of Truth, puis il a aussi repris Batman Rebirth à la suite du run de Tom King avec Joker Wars et les Infinites. Sinon, oui, j'ai bien compris qu'en VO, on est toujours dans l'ère Rebirth, ok. En parlant de Rebirth, il y a Remvi, qui reprend le run de James Tynion IV avec Batman Nocturne, qui lui aussi est toujours dans l'ère Rebirth en VO. Dernièrement, en indé, c'est à lui qu'on doit le fameux one-shot Toutes les morts de Layla Starr, mais aussi Blue and Green, et précédemment The Savage Shores. Dernièrement, en Black Label, il y a eu le titre Aquaman Andromeda. Bref, c'est un scénariste du moment, au même titre que ceux que je viens de vous citer plus tôt. D'ailleurs, il me semble qu'il travaille étroitement avec iComics en ce moment pour un projet à venir. Je n'oublie pas ses productions sur Swamp Thing, c'est un personnage assez récurrent, que ce soit dans Hellblazer ou Sandman. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur toutes les pointures, mais maintenant que j'ai cité Sandman, je dois nommer Neil Gaiman, romancier et scénariste plus que reconnu dans l'industrie des séries télé. Bon nombre des scénaristes que je vous ai cités sont dans les productions cinématographiques, des licences DC, Marvel ou indé, mais aussi pour les TV shows. Voilà. Bien sûr qu'historiquement, il y a des personnalités avant Claremont et ses X-Men, avant John Byrne et son Superman. Je pense aux créateurs, Jack Kirby et Stan Lee, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. S'il y a d'autres scénaristes que je n'ai pas cités et qui ont leur importance, j'en suis désolé, je suis encore qu'un novice. Ceux qui me viennent à l'esprit sont Garth Ennis avec son Preacher et son The Boys, Warren Ellis avec son Transmopolitan et son Planetary, et ce n'est pas étonnant qu'il arrive qu'on confonde ces deux artistes, puisqu'ils ont chacun travaillé sur les comics Judge Dredd et Hellblazer. Il y a Greg Rucka qui se révélera être un touche-à-tout des univers DC et Marvel, Jason Aaron qui est un scénariste estampillé Marvel pour qui il écrira du Star Wars, et hormis Sculpt chez Vertigo, son travail reste exclusif à Marvel avec du Thor, du Punisher, du Avenger, du Spider-Man, du moins de ce que j'ai vu. Et il y a Brian Michael Bendis, grosso modo Ultimate Spider-Man c'est lui et il touchera un peu à tout l'univers Ultimate de Marvel. Perso, c'est avec son run sur Daredevil que je l'ai découvert, on m'a fortement recommandé de jeter un œil à son boulot sur les Avengers et les New Avengers, ce que je ferai. Puis au niveau des dessinateurs, je ne vais pas vous citer tous les meilleurs, mais comment ne pas citer Jim Lee, Mark Silvestri, Todd McFarlane, Mitchell Turner, Rob Liefeld. Ces noms vous sont peut-être familiers, certains font partie de ces dessinateurs fondateurs de Image Comics, chacun ayant marqué l'industrie, que ce soit chez Marvel, DC ou Image. Bien sûr qu'il y en a des dizaines, si pas des centaines d'autres, mais en tant que néophyte, c'est les premiers qui me viennent à l'esprit. Voilà. On n'oublie pas que je suis un novice encore. On peut parler de John Romita Jr. avec ses travaux sur Spider-Man, Daredevil, Superman, mais c'est aussi à lui que l'on doit les dessins de Kick-Ass. Et bien évidemment, que j'en passe. Je vous ai déjà parlé de Sean Murphy avec son triptyque sur Batman, The White Knight, ou même Tokyo Ghost, mais aussi son Punk Rock Jesus, qui va de pair avec ma collection Collector, puisque ce dernier a uniquement été édité en noir et blanc. Je peux vous garantir que son prochain comics, Zorro d'entre les morts, sera à la maison dans sa version collector noir et blanc. Voilà. Car il fait partie de ces artistes qui ont un trait et un ancrage qui mettent ainsi leur travail en valeur. Ce n'est que mon humble avis. Lee Bermero, dont j'ai découvert véritablement les travaux que récemment, c'est à la lecture de A Vicious Circle, que je me suis rendu compte qu'il ne cesse d'améliorer son dessin, qui était déjà assez impressionnant dans ses one-shots Lex Luthor et Joker, mais dans A Vicious Circle, c'est l'apothéose. Puis je ne peux pas ne pas vous citer Jason Fabok, mon dernier coup de cœur, la lecture du dernier intégral de Justice League et du one-shot 3 Jokers. C'est typiquement le genre de dessinateur à la Jim Lee qui peut supplanter le nom du scénariste superviseur. Alors si à côté de ça, il est associé à un autre nom tout aussi vendeur, genre Jeff Jones, que demande le peuple?
En conclusion, on a quand même l'impression que chacun est à sa place dans le comics, que c'est carré, même si je trouve ça dommage que les auteurs, scénaristes ou dessinateurs ne touchent pas ne serait-ce qu'un copec, qu'un petit pourcentage de royalties sur leurs œuvres. Après, je peux entendre que lorsqu'ils incarnent des personnages comme Superman, Batman ou Spider-Man et les X-Men et les Avengers, cela leur permet aussi de se promouvoir. Mais je pose tout de même une question. Certains personnages ont 70 ans, voire 80 ans d'existence et d'exploitation. Ne devraient-ils pas passer dans le domaine public? Ou alors peut-être qu'ils différencient le Superman d'il y a 80 ans avec celui d'il y a 30 ans. Enfin, je ne sais pas. Alors que dans le manga, je trouve que tout est encore opaque. C'est peut-être juste une question de culture et de mentalité japonaise, je ne sais pas. Ne serait-ce qu'avec le travail intrinsèque des assistants et leur rôle dans l'ombre du mangaka, et l'influence des tantos dans le scénario, ou la pression du public et des votes de popularité orchestrés par la maison d'édition, c'est opaque. On ne sait pas ce que fait véritablement le mangaka. Une nouvelle fois, je ne peux que vous recommander la lecture du titre Stand By Me Kakuemon, qui en dit long sur comment peuvent être traités les mangakas dans cette économie. Puis parfois on peut mettre en doute l'implication d'un nom à l'affiche d'une licence. Le cas Akira Toriyama en est le parfait exemple. Surtout lorsqu'on vous soutient que cette fois-ci, ça y est, il s'est vraiment investi dans la série. Ce qui sous-entend que ce n'était pas vraiment le cas auparavant. Bon, on s'en doutait. Et je comprends mieux aussi pourquoi tu as un mangaka tel que Iyasama, donc l'auteur de l'Attaque des Titans, qui fait notion d'acteur ou d'ouvrier de l'économie du manga et non d'artiste comme nous l'entendons en Occident pour les mangakas. Pourtant, il y a bien le suffixe « ka » pour donner toutes les lettres de noblesse aux dessinateurs, aux mangaka. C'est plein de paradoxes, certainement dû à cette économie qu'est le business du manga. J'avoue apprécier le rôle du scénariste parfois plus vendeur que le dessinateur dans le comics. Mais j'aime d'autant plus lorsque c'est l'auteur, le dessinateur et le scénariste qui soient sous une même plume qui fait la différence. Comme c'est souvent le cas dans le manga, avec des figures telles que Mitsuru Adachi, Takehiko Inoue et Taiyo Matsumoto, pour ne vous citer que ma trinité dans le manga. Voilà, je voulais vous faire partager cette petite réflexion que j'ai eue dernièrement, une réflexion déjà bien présente en tant que consommateur de manga qui aime savoir ce qui se passe dans les coulisses de ce milieu, et une réflexion qui s'est intensifiée depuis mon intérêt grandissant pour l'univers du comics, dont je suis encore loin de comprendre tous les rouages et les backstage. Comment se déroulent les collaborations entre scénaristes et dessinateurs de comics? Est-ce que c'est comme Burlanson, Geoff Jones écrivait un texte et par la suite supervisait le travail des dessinateurs? Geoff Jones et Grant Morrison travaillent-ils de la même manière avec les dessinateurs successifs? Est-ce que comme One ou Inagaki, Ed Brubaker pose son storyboard en y incorporant les dialogues pour que le dessinateur reprenne la planche avec son dessin? Je suis vraiment très curieux de savoir comment travailler des duos tels que Jeff Loeb et Tim Sale. Est-ce qu'un auteur seul crédité au scénario, au dessin et à l'ancrage tel que, je sais pas, j'ai une connerie, Alan Moore, travaille-t-il vraiment seul ou peut-il être assisté par une équipe sans mention? Je suppose que les plans sont checkés avant d'être publiés pour être corrigés ou retouchés si nécessaire, surtout s'il s'agit de personnages emblématiques provenant de DC ou Marvel, il y a une charte. Et ça se fait dans quel laps de temps? Bon, encore une fois, merci de m'avoir suivi jusqu'ici dans mon délire, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions, de vos connaissances, les commentaires sont là pour ça. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Ciao! どこにあるのかな僕だけの宝物今大きな冒険へ柔らかな日差し旅立ちの予感空も花もほら笑っているこの